Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous dans Débriefing. Débriefing, chaque semaine, nous faisons le tour des questions qui agitent le débat public. Et sur la table aujourd'hui, ce tollé quasi général, au lendemain de ces petites phrases assassines d'Adolphe Muzito, je le cite. Avec toute l'insécurité qui va se manifester à travers tout le pays, avec l'instabilité politique, aucun investisseur ne viendra dans notre pays pour mettre son argent. Des propos d'opposants comme ceux de Jean-Marc Kabound sur le même média à une certaine époque, je le cite, les villes mortes et la désobéissance civile qui vont toucher les intérêts économiques et financiers du régime. Ce sont les réseaux sociaux qui nous ont replongés dans les archives pour nous sortir cette petite vidéo. On aura également le tout premier voyage du nouveau chef de l'État à l'étranger, en Angola d'abord, puis au Kenya et au Congo-Brazzaville. L'Angola et le Congo-Brazzaville qu'il faut rassurer car ils redoutent les effets pervers de l'instabilité de leurs voisins que nous sommes. Et cet appel à l'apaisement de Gabriel Kyungu Akumanza, le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, il faut avoir un discours responsable, a-t-il dit aux médias. Et Kyungu qui s'est prononcé pour que les alliés d'Étienne Tshisekedi approuvent le nouveau chef de l'État. Alors cette question, la MOUCA et l'UDPS ont-ils l'intention de s'affronter le 15 février prochain? Augustin Kabouya a annoncé un rassemblement le 15 février pour marquer les 37 ans de l'UDPS à la célèbre place Njili Sainte-Thérèse, oui, la même, tandis que la jeunesse de la MOUCA envisage une marche de vérité des urnes, c'est comme ça qu'ils appellent ça, à la même date. Et je serai avec Charles Bamana. Il est déjà venu ici sur Débriefing. C'était il y a une année environ. Il vient de Londres en fait. C'est le responsable de l'UDPS Tshisekedi Royaume-Uni, de la coalition Cash. Vous savez qui soutient Félix Tshisekedi. Monsieur Bamana, bonsoir. Bonsoir madame. Et ce micro-là et cette place vide que vous voyez à l'image, elle est réservée pour Rudy Mandio. C'est le président de Peuple au service de la Nation, PASN, un parti de la dynamique de l'opposition, plateforme de la coalition Lamouka qui soutient évidemment à Martin Fayoulou. Et Rudy Mandio, il est candidat malheureux. Aux législatives, il s'était présenté à la circonscription de la Funa, c'est à Kinshasa. En attendant qu'il arrive, il avait un petit souci dans les embouteillages et il vient de m'écrire qui va nous rejoindre dans un moment, raison pour laquelle le tournage de cette émission commence un tout petit peu en retard. Monsieur Bamana, première question. On a l'impression que Félix Tshisekedi va gouverner dans un contexte hostile. La MOUCA ne baisse pas la garde et réclame la vérité des urnes. Madame, c'est leur droit. Ils peuvent réclamer la vérité des urnes. Je vous remets en arrière. Monsieur Étienne Tshisekedi, qui réclamait la vérité des urnes en 2011. Vous connaissez l'aura de Monsieur Étienne Tshisekedi. Son ancrage politique, ça n'a pas marché. C'est Fayoulou qui est un menu fretin. Je me pose la question si Fayoulou est en train de rêver ou il est en train de voir la réalité en face. Monsieur Fayoulou doit se remettre en cause, il doit voir la réalité en face et se remettre en question et rejoindre le camp du changement. Le changement est là. Nous avons demandé le changement avec le départ de M. Kabila. M. Kabila est parti. Qu'est-ce que M. Fayoulou cherche? Qu'est-ce que la MOUCA cherche? Moi, je pense que le moment est venu de construire le pays, que M. Fayoulou voie les intérêts du peuple congolais, eh bien, qu'il vienne s'asseoir avec ses amis d'hier. M. Félix Tshisekedi a tendu la main, il doit profiter de l'occasion. Chercher à marcher, chercher à réclamer la vérité des urnes, je pense que c'est un combat qui est perdu d'avance. Vous dites menu fretin, quand vous parlez de Fayoulou, il est tout de même arrivé deuxième à la présidentielle avec un peu plus de 30%. Il est venu deuxième, mais Fayoulou n'est pas seul. Fayoulou est accompagné par des calibres que vous connaissez, M. Jean-Pierre Bemba de MLC et M. Moïse Katumbi. Sans ces deux-là, M. Fayoulou n'est pas ce qu'il est aujourd'hui. Vous connaissez ESID, le parti de M. Fayoulou. Vous connaissez le poids politique de M. Fayoulou, qui représente M. Fayoulou sur le plan national. Combien de députés que M. Fayoulou a eu? C'est pourquoi je l'appelle menu fretin.
Mais en réalité, c'est un soldat du peuple. Il a fait ce qu'il a fait. Nous le félicitons. Il a bien fait un bon score. Nous voulons qu'il joigne le camp du changement. C'est ça. J'ai évoqué le contexte hostile en décryptant ces propos de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito. Il y aura un front social qui fera qu'on négocie pour résoudre cette crise de légitimité. Il a utilisé le mot négocier. Selon vous, c'est-à-dire quoi? Mais, madame, nous n'avons pas une leçon de recevoir de M. Muzito. Si nous regardons M. Muzito, il allait se taire. Si vous voyez la gestion de M. Muzito, c'était la gestion chaotique. Les gens comme M. Muzito, qui n'a ni parti politique, il a une association, il se permet aujourd'hui de nous donner une leçon. Il devait se taire carrément. Lui-même, sa gestion qui était opaque, avec ce que nous avons connu ici, l'enrichissement illicite, il n'a pas de leçon à donner à personne. Il devait que se taire et joindre le camp du changement. Nous n'avons pas à lui répondre. Il a parlé de négocier. Je le cite encore. Il y aura un front social qui fera qu'on négocie pour résoudre cette crise de légitimité. Quand il utilise le verbe négocier, ça veut dire quoi? Ça renvoie à un éventuel dialogue? Mais M. Muzito est habitué à des arrangements. À des arrangements. M. Muzito, avec ses compères, avec les gens qui sont habitués aux arrangements pour rester au pouvoir. Mais cette période est dévolue. Nous avons fait une élection que vous connaissez comment elle a été préparée. L'élection est là. Nous avons un parlement qui sera mis sur pied. La période de négociation est révolue. Je pense que M. Muzito est en train de, je ne sais pas, il est en train de créer quelque chose pour nous amener à la table de négociation. Mais je pense que le temps est révolu. Maintenant, venez s'asseoir, amenez votre poids politique, vous allez avoir votre pourcentage et on va avancer ensemble. Négocier avec qui et pour quel but? Je pense qu'il faut poser la question à M. Muzito. On va négocier pour quel but? Nous réclamons les élections sont là. Avançons dans le sens. Le peuple a besoin du changement. Le peuple a besoin de vivre ces changements. C'est ça ce qu'il faut faire. Il y a eu une vague de protestation à la suite de cette interview qu'il a accordée à un média étranger. Qu'est-ce que vous incriminez dans les propos de Muzito? Mais les propos de M. Muzito n'ont pas été responsables. Quelqu'un qui aime son pays, qui passe sur les médias internationaux et réclame que les investisseurs ne viennent pas, est-ce que ces propos sont des propos responsables? Passer partout sur la rue, vous voyez comment nos frères et sœurs souffrent. Les gens ne mangent pas. Et M. Muzito se permet de passer sur les médias pour réclamer que les investisseurs ne viennent pas. Il décourage le peu de moyens qui peuvent venir au secours. Mais je pense que M. Muzito, ses propos, même les gens de son camp ne seront pas d'accord avec lui. Même si tu n'aimes pas M. Félix, même si tu n'aimes pas son régime, mais tu ne peux pas passer pour aller décourager le petit peuple qui recherche des petits médicaments, qui cherche à manger, qui cherche de l'emploi, et dire aux investisseurs ne venez pas parce que M. Muzito n'est pas très content. Mais je pense que ça c'est irresponsable et ça doit être condamné à tous les niveaux. Avant de clore ce chapitre, en espérant que Rudy Mandio sera avec nous dans un moment, parce qu'il m'a fait un texto qu'il était en route. On va prendre cette réaction de Noël Tchani lui-même, candidat malheureux à la présidentielle. Il a tweeté ceci: je n'ai pas porté plainte contre Adolphe Muzito. Voici ce que dit mon tweet. Un ancien Premier ministre désespéré envisage d'organiser des marches pacifiques pour créer insécurité et instabilité politique afin d'effrayer les investisseurs. Je trouve ces propos pathétiques, irresponsables et indignes d'un leader politique. Le PGR devait l'entendre. C'est aussi votre avis? Je pense, je suis de l'avis de M. Tchani qui pense que M. Muzito a droit de se taire. S'il n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé à la CENI, ce n'est pas M. Tshisekedi, ce n'est pas l'UDPS. S'il a des recours à faire, il y a la Cour constitutionnelle, il y a la CENI. Carrément, si M. Muzito veut faire l'opposition, il y a la chaise qui a été laissée par l'UDPS, ça fait 37 ans. M. Muzito, s'il est capable, il peut joindre le Parlement et il sera élu président de l'opposition parlementaire. Se mettre à faire des déclarations spontanées sur les médias, je pense que ce n'est pas irresponsable, c'est à condamner à tous les niveaux. Et il doit se remettre en question et joindre le camp du changement. Lui-même, il s'est battu pour le changement. Le changement est là. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'il vienne ici au pays. Il ne faut pas passer sur TV5, sur les médias internationaux, pour aller passer les messages qui ont caractère à décourager les investisseurs à tous les niveaux. Et ça a condamné. Je pense que le petit peuple qui nous suit ne peut pas encourager quelqu'un qui veut que son pain arrive et les messieurs qui vont aller le bloquer à tous les niveaux. Je pense que ça sera mal vu au sein ou au niveau de la population.
Est-ce que la justice devait se saisir de ce dossier? Ce n'est pas à moi de dire si la justice va se saisir. Nous avons les procureurs qui peuvent voir. Mais ce n'est pas un cas. Nous devons donner un avertissement à M. Mouzito de se remettre, de revenir à bon sens. Et s'il va continuer à récidiver, ce n'est pas à moi de dire aux services compétents de se saisir. C'est à eux de voir si la gravité de la chose ou de la déclaration de M. Mouzito. Ceux qui ont réagi à ces déclarations d'Adolphe Mouzito ont également ressorti cette interview de Jean-Marc Kabound à l'époque, secrétaire général de votre parti. Il disait les villes mortes et la désobéissance civile qui vont toucher les intérêts économiques et financiers du régime. Et ils estiment que ce sont les mêmes propos. À l'époque, le monde ne s'était pas autant scandalisé, n'avait pas été aussi choqué que maintenant que c'est prononcé par Mouzito. Mais nous sommes dans un contexte différent. À l'époque, M. Kabound, s'il avait parlé, nous étions en face d'un régime totalitaire, un régime qui voulait s'imposer à tout prix au pouvoir. Mais maintenant, c'est l'alternance qui a été réclamée par tout le monde, par M. Mouzito, par M. Fayoulou, par M. Lamouka. Tout le monde, ils ont réclamé l'alternance. Je pense que l'époque a changé. À son temps, si M. Kabound a fait la déclaration, c'était au moment où on combattait l'état de droit. On réclamait l'alternance. Et le pouvoir d'antan voulait s'imposer à tout prix. C'est pourquoi je pense que les décisions, les déclarations de M. Kabound étaient justifiées. Et remettre les déclarations de M. Kabound dans ce contexte précis, je pense que ça n'a pas de sens. Parce que maintenant, c'est l'alternance qu'on veut, nous l'avons eu. Essayons maintenant de consolider ce pouvoir. Avançons ensemble avec tout le monde, la Mouka, M. Mouzito, M. Fayoulou, nous devons nous mettre au travail et le peuple nous regarde. Le peuple a besoin de ce résultat. C'est ce que nous voulons. Alors, j'ai évoqué en début d'émission cet appel à l'apaisement lancé par Gabriel Kyungwa Koumanza, président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale. Il faut avoir un discours responsable et il appelle tous les alliés d'Étienne Tshisekedi à soutenir le nouveau chef de l'État, Gabriel Kyungwa Koumanza. Il a assez de poids politique, non, pour que son appel pèse. Mais je pense que M. Gabriel Kyungwa, en tant que patriarche, un des patriarches, un qui nous reste, il a compris le sens de son combat. Il appelle tous les alliés. Qu'est-ce qui sont les alliés de l'Étienne Tshisekedi? C'est les gens qui ont partagé l'idée du changement, l'idée de l'état de droit. Et vous avez l'état de droit sur le plateau. Et qu'est-ce que vous voulez en retour? C'est pourquoi M. Kyungwa, en tant que sage, il a compris l'État n'est pas au divertissement. L'État est arrivé pour développer ce pays, essayer de donner le peu qu'on peut avoir à notre population à manger, à boire, un décent salaire. C'est pourquoi M. Kyungwa Koumanza, nous le félicitons avec ses propos qui sont réconciliants. Il demande à tout le monde de rentrer ensemble en famille. S'il y a des petits problèmes, ne manquent pas, on peut parler. L'élection a été organisée, vous connaissez, dès le départ. Nous, de l'UDPS, on n'a jamais été d'accord avec l'élection. Mais nous nous sommes dit, avec la machine ou sans la machine, nous y allons. Et le pouvoir en place a fléchi. Nous avons ici que nous avons eu. Venez ensemble, on va consolider ce pouvoir et nous allons avancer. Kyungwa Koumanza a été sage. Je pense que tout le monde qui l'écoute va suivre le pas de Kyungwa Koumanza. Okay. Alors, je vais prendre cette dernière question avant d'aller sur les réseaux sociaux et prendre les questions posées par les amis à l'annonce de cette émission hier. Donc, j'ai tweeté que il y aura vous et Rudy Mandio de la Mouka sur ce plateau. Et il y a eu plus de 70-80 questions et je remercie ceux qui les ont posées. Alors, cette question, c'est la Mouka et l'UDPS ont-ils l'intention de s'affronter? Avez-vous l'intention de vous affronter le 15 février? Vous célébrerez l'anniversaire du parti le 15 février. La Mouka a annoncé ce qu'ils appellent une marche de vérité des urnes à la même date. Nous allons faire des confrontations. Mais je pense que nos amis de la Mouka sont en train de perdre leur cible, de confondre leurs cibles. Nous avons été avec eux dès le début. Nous nous sommes séparés sur des points bien précis. Je ne vois pas. S'ils veulent affronter, ils doivent affronter les gens qui étaient dès le départ leurs cibles, qui sont les gens des FCC. Ce n'est pas les gens de l'UDPS ou les gens de Cash. Nous n'avons pas l'intention de nous affronter le 15. Nous avons combattu pour un état de droit où tout le monde est libre de manifester, mais dans les limites de la loi.
S'ils veulent faire leur marche qui est pacifique, ils seront encadrés par la police. Mais s'ils veulent faire un affrontement, je pense que les services spéciaux vont se saisir du dossier. Nous n'avons aucune intention de nous affronter avec nos amis de la Mouka. Nous leur demandons de voir le bon sens, d'avoir un bon sens. L'élection a été gagnée. S'ils contestent l'élection, ils doivent en amener les preuves qu'ils n'ont pas amenées. Ils sont partis à la cour, leurs avocats ils sont venus main bredouille. Comment vous réclamez une élection et vous n'avez pas les preuves? Donc on ne peut pas se contenter de parler des intentions de vote qui ont été données par la CENCO, une partie de la CENCO, parce qu'on ne peut pas condamner la CENCO, c'est une partie de la CENCO qui les a induits en erreur avec les intentions de vote. Les intentions de vote, ce n'est pas les PV de vote. Et ça a embrouillé tout le monde. Et nous demandons une certaine éducation avec la masse. Nous, à l'UDPS, nous éduquons nos membres, nous les donnons une éducation civique. Je pense que les gens de la Mouka doivent donner une bonne éducation à leur base. Et je me demande si la Mouka peut exister aujourd'hui, parce que ça n'existe pas. La Mouka devait se dissoudre. Comment ça? Depuis Genève, ils avaient des objectifs. Dès que les deux ténors de la Mouka se sont dissociés, la Mouka devait se dissoudre ou soit prendre une autre connotation. Et ils avaient les intentions, ils avaient les objectifs d'aller aux élections sans machine à voter. Aussi longtemps que la machine a été adoptée, la Mouka n'existe plus. Juridiquement, je ne sais pas si la Mouka existe. Parce que j'ai vu à la Cour constitutionnelle, c'est M. Fayoulou qui était seul avec Dynamique de l'opposition. Je n'ai pas vu le nom de la Mouka. Je ne sais pas pourquoi on doit mélanger les choses, la Mouka qui n'existe nulle part. Donc ils doivent se dissoudre et ne pas exister et ils doivent évoluer en singleton. Monsieur Fayoulou... La Mouka c'est comme Cash. Cash existe juridiquement? Cash n'existe pas juridiquement. Nous avons Cash. UDPS se positionne en tant que parti politique. UNC en tant que notre allié. Nous assumons. Monsieur Fayoulou doit s'assumer en tant que Il SID. a un parti SID, oui. Il a un parti SID. Il doit s'assumer en tant que tel. Une plateforme qui a des députés, la Dynamique de l'opposition. De l'opposition. Mais quand il parle, on ne sent pas les idées, on ne sent pas Dynamique de l'opposition. On voit seulement la Mouka, on ne sait pas, un conglomérat de nos amis, on ne sait pas... Parce qu'il a des alliés, il a le MLC de Jean-Pierre Bemba, il a Moïse Katumbi, Freddy Matungoulou, on parle également de Mboussanya Mouissi. Mais je voulais vous demander, avant les élections, nous avons vu le président de l'UNC et de l'MLC, M. Bemba, et monsieur du Rassemblement, Moïse Katumbi, faisaient des points de presse à chaque semaine, à chaque jour. Mais après les élections, ils sont un peu disparus, on ne comprend pas ce qui se passe. Il devait soutenir M. Fayoulou dans sa lutte pour retrouver la vérité des urnes. Où sont-ils passés? Je n'ai jamais vu, je ne sais pas, à moins que je me trompe. Ils étaient trop actifs avant les élections. Après les élections, ils sont disparus. C'est pour vous dire qu'ils ne parlent pas le même langage. C'est une question que M. Fayoulou doit comprendre. En politique, il faut être habile. C'est un soldat du peuple, il doit se ressaisir, rentrer à la maison. Sa maison, c'est où? C'est là où il y a son chef, monsieur le Sphinx limité. C'est là où Fayoulou doit rentrer. Il ne doit pas être distrait par les gens qui sont habitués avec les combines pour avoir le pouvoir. Il doit rentrer à la maison, le peuple l'attend, le peuple d'abord. C'est ça Fayoulou, c'est ça son slogan. Il doit rentrer à la maison. Selon vous, le silence de Moïse Katumbi, de Jean-Pierre Bemba est parlant? Leur silence, on ne sait pas ce qu'ils sont en train de fomenter, mais c'est voué à l'échec dès le départ. Pour gagner le pouvoir, dans n'importe quel monde, il faut avoir l'assise politique. Il faut avoir la base, il faut avoir la légitimité. Le pouvoir actuel, M. Félix Tshisekedi, il a ce qu'on appelle l'impérium. Il a l'impérium avec lui. M. Félix Tshisekedi a la légitimité, il a la légalité, il a tous les atouts possibles pour gouverner. Je ne vois pas par quelle magie les gens qui sont en train de garder le silence, comment ils vont entrer, par quelle porte. S'ils veulent amener les rébellions, je pense que cette période est révolue. Les rébellions ne marchent plus ici encore. Amener tes rébellions, ça sera voué à l'échec dès que ça sera organisé. Je ne pense pas. Leur silence, c'est eux qui connaissent ce qu'ils sont en train de fomenter, mais je pense que c'est voué déjà à l'échec. Contrairement au lendemain de la proclamation de la victoire, Félix Tshisekedi a eu une sorte de reconnaissance de la communauté internationale. Et son déplacement donc en Angola, au Kenya et au Congo-Brazzaville, pour vous, représente quoi?
Mais le Congo, c'est un pays qui est dans le concert des nations. Aussi longtemps que nos amis, qu'on se dise la vérité, l'élection de Félix Tshisekedi a été acclamée par notre peuple. Mais la communauté internationale, dès le départ, n'était pas avec nous. Et ils ont commencé, quand ils ont compris que la population a été avec le pouvoir en place, le pouvoir actuel, ils se sont redits. Ils ont commencé à dire, nous prenons acte. En diplomatie, ils disent, nous prenons acte. C'est une façon de reconnaître, c'est une façon de reconnaissance tacite. Et M. Félix Tshisekedi entend, nous sommes entourés par nos voisins. Et les voisins les plus directs, nous avons l'Angola, le Congo-Brazzaville. Le Félix Tshisekedi, il doit aller rencontrer le voisin pour le rassurer. Ces voisins-là qui étaient au sein de l'Union africaine, qui avaient demandé de suspendre la proclamation des résultats. Ce n'était pas toute l'Union africaine. Dans l'Union africaine, nous avons beaucoup de dirigeants qui ne peuvent pas nous donner les leçons. Et même, ils sont au pouvoir pendant des années. Et même, il n'y a jamais eu des élections correctes dans leur pays. Je ne pense pas qu'ils peuvent aimer que le Congo soit sur la voie de la démocratie. C'est ainsi que M. Tshisekedi, il a compris le jeu. Il est parti rencontrer l'Angola, qui était un pays, dès le départ, neutre. C'est un pays qui nous a mené leur soutien. Il est parti leur remercier et leur rassurer. Il va continuer son périple. Il sera au Congo-Brazzaville, comme ça a été annoncé par les services de l'État aujourd'hui. Il va leur rassurer. Nous allons travailler en tant que frères. La coopération gagnant-gagnant, c'est ça ce que nous voulons. Nous voulons que le Congo bénéficie. Nous voulons que nos voisins aussi bénéficient. La période d'imposer les dirigeants est révolue. Et le Kenya, c'est une étape assez symbolique. Uhuru Kenyatta était le seul chef d'État présent à l'investiture de Félix Tshisekedi. Et c'est à Nairobi, la capitale kenyane, qu'avait été donc conclu cet accord entre Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi. C'est important pour lui, l'étape kenyane. Uhuru Kenyatta a été, il y a peu, opposant comme lui. Mais le cas de Kenya nous inspire. Le président Kenyatta, avec son adversaire, M. Odinga, Raila Odinga, ils se sont mis ensemble pour travailler. M. Odinga, il a contesté le pouvoir de M. le président actuel, mais s'est réalisé que c'était une peine perdue, il s'est rallié. Et M. Félix Tshisekedi, il veut s'inspirer de cette expérience, d'aller voir ce président qui s'est déplacé, l'unique président qui s'est déplacé. Ça dit beaucoup, et il est parti le remercier et essayer d'avoir des conseils, comment ça marchait chez eux et amener chez nous. Et je pense avec cette expérience, les gens de la Mouka, bientôt quand le Parlement sera mis en place, je pense que les gens de la Mouka vont nous rejoindre avec l'expérience kenyane. C'est maintenant qu'on va prendre les questions des amis. Vous le permettez, je vais encore rappeler qu'on attend, peut-être en désespoir, Rudy Mandio, président de Peuple au service de la Nation, un parti de la dynamique de l'opposition, plateforme de la coalition Lamuka. Il nous écrit depuis un moment qu'il est en route. Cet enregistrement devait commencer à 11h50, M. Bamana, c'est ça. Et là, nous sommes déjà 13h22. On a dû la commencer avec 1h10 de retard pour attendre M. Mandio. Et j'espère qu'il pourra même arriver dans les 10 ou 15 dernières minutes. Nous sommes tenus par des contraintes. Nous ne sommes pas les seuls à être programmés pour ces enregistrements dans ce studio. Alors, la première question sur ce tweet qui annonçait cette émission, avec une photo de vous et de M. Mandio. Pourquoi notre président est-il pressé de voyager au lieu d'attendre d'abord la mise en place du gouvernement et autres? Est-il important, après 2 semaines seulement, d'aller à Luanda? La première question, elle nous vient d'Ornella Mamboté. Mais notre cher compatriote, le président doit se mettre au travail dès le premier jour. Le président ne doit pas attendre la formation du gouvernement. Le peuple réclame, le peuple veut voir le bénéfice de ce nouveau changement. Et le président ne doit pas attendre la formation du gouvernement. Le président doit se mettre au travail dès le premier jour. C'est pourquoi le président ne doit pas attendre le Parlement. Le président est parti déjà chercher le partenariat. Rassurer nos amis. S'il y a possibilité de signer les accords, on va les signer, les accords qui vont bénéficier le peuple. Et notre compatriote qui a posé la question en sera aussi bénéficiaire. C'est pourquoi le président se met au travail dès le premier jour. Nous ne devons pas attendre la formation du gouvernement, nous n'allons pas attendre la formation du Parlement, l'entrée du Parlement. Nous nous mettons au travail dès le premier jour. Par sa compte, le premier jour, le président est en fonction.
Et il se met au travail. Comme on est là, Mamboté, beaucoup attendent la publication du nouveau gouvernement. Il faut dire qu'on ne peut pas l'avoir avant l'ouverture de la session ordinaire de mars à l'Assemblée nationale. La session ordinaire de mars, c'est le 15. Donc du mois de mars, et avant ça, il faut éventuellement un informateur ou un informateur, et c'est au cours de la session ordinaire de mars que le gouvernement est investi avant d'entrer officiellement en fonction. La dernière question de cet ami, pourquoi il n'a pas voyagé avec l'avion de son pays que l'ancien président utilisait? Ça, c'est une question que tout le monde se pose. Ça, c'est une question de curiosité. Moi, je pense que c'est une question de sécurité. Quand le régime change, dans des pays organisés, il y a un service spécial qui doit se mettre au travail pour enquêter, pour mettre si tout ce qui a été laissé par l'ancien régime est conforme ou assure la sécurité au nouveau régime. L'avion présidentiel qui a été utilisé par l'ancien régime doit être inspecté et nous rassurer que c'est dans de bonnes conditions. La maison où l'ancien président habite doit être inspectée. Ce n'est pas un cadeau qu'on donne au nouveau pouvoir. Je pense que c'est dans ce sens-là que les services spéciaux ont conseiller au nouveau président d'affréter un avion et en attendant que le service concerné nous fasse un rapport général sur ce qui a été laissé, qu'il fasse un audit, comme on dit, un audit sur les avions, sur le moyen de transport, sur la maison. Et par preuve, le président actuel est en train de loger dans une maison qui n'est pas une maison officielle. Il loge aux cités de l'OIA. À la cité de l'Union africaine, africaine. Dans l'une des villas des chefs d'État. C'est dans une des villas, mais ce n'est pas une résidence officielle. C'est une résidence de secours. Okay. En attendant d'aller où? Je pense que l'ancien pouvoir, l'ancien régime ou l'ancien dirigeant n'ont pas eu le temps de nous construire un palais présidentiel digne de son nom. Ils ont passé leur temps à nous présenter les bâtiments intelligents, mais ils ont oublié de construire un palais présidentiel digne de son nom. C'est ça la première image qui dit que le Congo c'est un grand pays. Nous n'avons pas un palais présidentiel digne de son nom. Nous avons un ancien palais présidentiel qui a été laissé par M. Maréchal Mobutu, qui a été pillé à l'époque de l'AFDEL. Vous parlez de... Le Mongaliema, qui est inhabitable. Et je pense que le nouveau pouvoir doit s'y mettre. Et le palais de marbre où avait été assassiné Laurent Désiré Kabila, devenu un musée quasiment. C'est un musée qui a été abandonné. Je pense que depuis que M. Comment ça abandonné? Ça a été abandonné. Depuis que M. Musée a été assassiné, je ne pense pas que aucun dirigeant a mis ses pieds sur ce bâtiment. Je pense que c'est délaissé. Vous passez avant d'y arriver. Le 16 janvier de chaque année, il y a des visites touristiques pour commémorer l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Mais je pense que ça, on a fait les minima. C'est les minima. Le palais présidentiel doit être gardé, il doit être protégé, embelli du jour au jour. C'est ça l'image du pays, c'est ça le symbole de l'État. Au sujet de la résidence officielle du chef de l'État, on a entendu dire il y a un moment qu'on était en train d'aménager l'ancienne résidence officielle du Premier ministre. C'est comme ça que Bruno Tshibala avait déménagé. Mais si vous aménagez la résidence du Premier ministre, et le Premier ministre va habiter où? C'est ça la confusion chez nous. Le Premier ministre doit avoir sa résidence qui est officielle, le Président a sa résidence. Nous ne devons pas faire déguerpir le Premier ministre pour faire amener le Président de la République. C'est là où il y a la confusion. Okay. Nous devons séparer les choses. Le Premier ministre a son bureau, il a sa résidence qui est connue. Ça, c'est le frais de l'État. Ce n'est pas la poche de quelqu'un. C'est l'argent du trésor public. Les Congolais travaillent pour ça. Nous devons construire une résidence pour le président, une résidence pour le Premier ministre. C'est le trésor, c'est notre argent, c'est notre droit. C'est ça le symbole du pays, c'est ce qui nous représente. Pour faire la confusion, amener le Premier ministre, le faire déguerpir pour amener le président, je pense que ça ne fonctionne pas. C'est ça l'anarchie. Okay. Un pays organisé doit avoir des limites. Et moi, je pense que c'est un message que je lance à ceux qui nous gouvernent et ceux qui viennent, le gouvernement qui vient en place, de penser à un palais présidentiel digne de son nom. D'accord. Alors, question aux pro-Tshisekedi. Pourquoi les pro-Tshisekedistes détestent Katumbi, la créature, mais glorifient Kabila, son créateur? Mais nous n'avons pas de problème avec M. Moïse. Nous l'avons en quelque sorte blanchi. Il est venu chez nous, nous l'avons blanchi, il a eu ce qu'il a eu, et il est devenu propre aux yeux de la population d'une façon politique. Parce que M. Katumbi a passé beaucoup de temps. N'oublions pas que Katumbi, il est parmi les gens qui ont contribué à ce défunt régime
AFDEL. Vous étiez alliés. Hein, nous étions alliés, on ne les refuse pas, nous assumons. Dans l'ensemble. Dans l'ensemble, même maintenant, il est toujours notre allié. Dans rassemblement. Des rassemblements, nous l'attendons au Parlement, qu'il amène ses députés, qu'il amène l'AR, qu'il amène l'ensemble. Ces députés qu'il a, nous allons faire une coalition. Nous allons diriger ce pays. Okay. Alors, la suite de cette question, alors que Moïse Katumbi a soutenu plusieurs fois l'UDPS financièrement, a été le seul à voter pour Fachi à Genève, qu'est-ce qui justifie cette haine contre un monsieur qui jusque-là n'a pas contesté l'élection de Félix Tshisekedi? Tiens, c'est vrai que jusqu'à présent, il ne s'est pas encore prononcé. Il s'est prononcé, non? Mais ça, ce n'est pas nous à demander à M. Katumbi de se prononcer. Il est libre de se prononcer quand il veut. Il a été notre allié, ce n'était pas par les... Selon cet ami, il n'a pas contesté jusque-là. S'il n'a pas contesté, mais nous l'attendons, c'est un politique. S'il veut faire la politique, il doit se prononcer. La politique, on ne garde pas, on ne garde pas le calme. On travaille pour la population, on doit s'exprimer. Monsieur Katumbi, là où il est, s'il nous écoute, il doit s'exprimer, il doit donner sa position. Sa position, c'est-à-dire quoi? L'élection est passée, nous avons un nouveau président. Monsieur Katumbi doit amener de ce qu'il a. On ne nous demande pas son argent, nous demandons qu'il amène son poids politique. Son poids politique, c'est quoi? C'est ses députés qui sont sous son obédience. Les députés de l'AR, les députés de l'ensemble. Il a déjà un poids politique. S'il veut avoir part au gâteau, qu'il amène ses députés, nous allons nous mettre ensemble, nous allons travailler. C'est comme ça que ça s'est fait. Si M. Katumbi trouve qu'il ne va pas trouver son compte, je pense que la chaise du Parlement pour les représentants de l'opposition est vide. Ils doivent se la partager, soit M. Fayoulou qui va prendre la chaise, M. Bemba ou M. Katumbi. Donc la chaise est vide, nous avons besoin d'un contrepoids. Le poste de porte-parole de l'opposition. Porte-parole de l'opposition, nous avons besoin d'un contrepoids. Nous ne voulons pas qu'on fasse les dialogues comme l'ancien régime. Nous voulons travailler, nous voulons des gens qui nous amènent les suggestions et nous allons nous corriger. Parce que nous ne voulons pas tomber dans les mêmes erreurs que nos amis d'hier. Est-ce qu'aujourd'hui, Fachi peut demander à la CENI de publier sur son site la compilation de chaque CLC province par province? Mais ça, ce n'est pas l'erreur du président, ce n'est pas l'erreur de Fachi. Nous sommes en train de lutter pour un état de droit. Un état de droit, c'est quoi? C'est séparation de pouvoir. Si M. Fachi, appelé-moi M. Félix, le président du pays, commence à s'ibixer, en train de s'ingérer dans les autres services, je pense que c'est ça la dictature que nous avons combattue il y a des années. Ici, il y a séparation du pouvoir. M. Nanga, il nous écoute, il est libre de publier les résultats sur son site. Le président de la République s'occupe de l'exécutif, de la présidence. Il y a séparation des pouvoirs, nous devons mettre les choses au clair. Camille Mbouya, pourquoi le chef de l'État ne s'implique pas pour finalement appliquer la décrispation avec la libération des prisonniers politiques et le retour des exilés? Mais c'est comme je l'ai dit, c'est encore très tôt. Nous devons mettre l'état de droit. L'état de droit a ses principes. Le chef de l'État, il est chef de l'exécutif. Mais ce n'est pas le président de la République qui va demander au ministère de la Justice de libérer Diomi, de libérer Mouyambou. Je pense que nos amis sont en train de s'impatienter, qu'ils attendent, ils seront libres bientôt. Quand le gouvernement sera mis en place, les services compétents, le ministre de la Justice sera recommandé pour faire une suggestion dans ce sens. Et monsieur, comment les appeler, nos amis qui sont en prison ou qui sont détenus verront leur liberté. Ils doivent attendre, ils doivent patienter. Franck Diongo, par exemple, a même écrit. Mais Franck Diongo doit comprendre que ce n'est pas le président qui doit libérer les gens. Il y a une procédure. Ils seront libres bientôt, mais il y a une procédure. Le président doit passer par son gouvernement. Le gouvernement, c'est le ministre de la Justice. C'est le ministre de la Justice qui doit faire une proposition au président et il y aura une loi qui va permettre M. Franck Diongo, M. Diomi d'être libres. Ils doivent patienter. Les gens se patientent. Le président de la République peut gracier. Mais c'est dans une procédure, ce n'est pas comme ça, il se réveille le matin, il est Mouyambou, tu sors, monsieur, non, ça ne se fait pas. C'est ça, on ne sommes pas dans la jungle, nous sommes dans un état de droit que nous avons nous tous voulu. Un état de droit, un état qui respecte le principe. Ils doivent se patienter. Leurs militants, leurs familles, ils pensent que ça commence à traîner. Non. Donnez le temps au président et les choses seront faites dans les normes.
Fiston Kangaché dit ceci, j'entends un peu trop le nom d'Augustin Kabouya. Il est porte-parole de l'UDPS ou bien communicateur très démocratique de la mission de Kabila sur MK. MK, on entend, je ne sais pas, Moïse Katumbi, non. Non, je pense que M. Kabouya, il est un cadre de l'UDPS. Il travaille pour l'UDPS, il défend les intérêts de l'UDPS. Il ne défend pas M. Kabila ou ça c'est la confusion. Ne faisons pas l'amalgame. M. Kabouya, il travaille pour l'UDPS. C'est un cadre de l'UDPS bien connu. Il s'occupe de l'implantation du parti. Il est un cadre bien connu. Je ne pense pas qu'il défend les intérêts de M. Kabila. Il travaille pour l'UDPS. Et quand vous travaillez pour l'UDPS, il ne doit pas rester muet. Il doit répondre. Quand il faut défendre les intérêts de l'UDPS, il faut le faire. Et il doit le faire avec vivacité. Cette autre question se base de quoi le président de la République a ordonné au ministre du Budget de liquider les salaires des agents Transco? Mais il y a ce qu'on appelle la continuité de l'État. Le président en fonction, il y a un gouvernement qui est déclaré démissionnaire, ils expédient les affaires courantes et on ne doit pas laisser un vide. C'est pourquoi le président, avec ce pouvoir, avec ce gouvernement démissionnaire, il doit recevoir les instructions du président. Il y a des cas de force majeure et il y a des cas d'urgence qui doivent être traités. C'est dans ce sens-là que le président a donné injonction aux ministres concernés de donner la solution à nos populations. Sur base de quoi le président se permet d'interférer dans une décision de justice en pleine rue sans avoir vu la moindre preuve? Ce que le président a fait, il a fait que calmer les esprits. Le président n'a pas interféré dans les dossiers. Le président a calmé les esprits. Les choses doivent se faire selon les normes. Les normes, c'est quoi? Il y a une procédure à suivre. On ne peut pas se présenter devant un client ou devant n'importe quelle personne de la manière où nous avons vu. La dame, chère dame, a interpellé le président. Le président a fait que calmer les esprits et les a envoyés aux services concernés. Et le problème sera résolu. Le président n'a pas pris position pour qui que ce soit. Il a demandé que les choses se passent selon les normes. Que la dame aille voir les services compétents, que les messieurs, la banque en question, se retrouvent dans le même service. Et le problème sera résolu. Nous ne sommes pas dans la jungle où on doit se présenter chez les gens avec des mandats d'amener. On sait ça vient d'où. Les choses doivent se faire dans le nord. Le président a calmé les esprits pour que les choses aillent dans la quiétude. Oh là, l'ami avait 7 questions, j'en ai pris 2, c'est suffisant. Cette dernière, je ne sais pas si elle est importante. Avion Namoutuka, ancien chef de l'État, et Keiwapi. Bon, je ne sais pas si c'est à vous de répondre. Je ne sais pas, les gens se posent des questions, mais ce sont des questions qui nécessitent quand même. Il faut éclaircir notre population. C'est comme je l'ai dit, le président vient d'entrer en fonction. Nous devons avoir un service qui doit répertorier tous les biens de l'État. Et quand le rapport sera complet et un audit bien approfondi, je pense que les gens verront l'actuel pouvoir utiliser les symboles de l'État. L'avion, la voiture officielle, parce qu'il y a ce qui était privé et ce qui est officiel. Il faut qu'il y ait un service qui va répertorier tout ce qui appartient à l'État et le pouvoir en place va prendre possession. Ce n'est pas un problème que nos amis se patientent et les choses iront dans le bon sens. Pourquoi l'équipe de communication du président ne peut-elle pas éviter les caméras lorsque le président va prier dans son église? Mais c'est ce que nous devons amener dans notre pays. Je pense que les gens confondent. Quand on est président, on n'est pas inamovible. Le président a une vie. Tout à fait. Le président doit aller à l'église, le président doit aller voir un match de football. Le président doit aller dans un supermarché acheter des histoires. Tout à fait. Je pense avec le nouveau président, il va nous amener, il va nous faire vivre. Parce que nous avons grandi sous la deuxième République. Ou même manger du foufou dans un maléwa. Il peut manger, le président peut aller visiter son frère. Le président peut aller là où il veut. Il est libre, c'est un homme comme tout le monde. Nous avons vu le président Obama aller dans un supermarché, dans un fast-food, aller manger. Ça n'a pas que le problème. Le problème qui se pose, nous devons changer la culture et changement de mentalité. Et le Congo doit démarrer sur de bonnes bases. Les bonnes bases où le président peut être accessible à tous. Pas un président qui est avec des chars de combat, on ne sait pas le voir. Ça, c'est l'ancien temps. Je pense que la modernité nous demande un président qui est accessible, qui est vu par tout le monde, qui part à l'église avec ses moyens propres. Nous devons confondre ce qui est de l'État et ce qui est privé. Et le président actuel nous a donné l'expérience. Il est parti à l'église dans sa voiture privée. Parce que c'est les contribuables qui payent. Et nous envoyons un message très fort à tous ceux qui dirigent l'État. Quand vous êtes dans les privés, essayez d'éviter les moyens de l'État. Quand vous êtes dans les trucs officiels, utilisez ce qui est officiel, parce que c'est le trésor public qui paye.
On va terminer par cette question et les amis qui ont donc formulé leurs questions sur ce tweet vont comprendre que je lui ai posé les questions qui lui étaient adressées et laissé les autres qui étaient plutôt adressées à Rudy Mandio de la MOCA. Félix Tshisekedi a déclaré lors d'une interview, je cite, Monsieur Joseph Kabila est un imposteur, je ne le considère pas comme président. C'était juste après les élections de 2011. Comment se fait-il que juste après la proclamation des résultats des élections de 2018, dans son premier discours, il félicite le président Kabila, alors qu'en 2011, jusqu'à fin 2018, il ne le considérait pas comme président. Est-ce un rétro-pédalage ou une corruption? C'est de Patrick TMB. Il n'y a pas un rétro-pédalage. Je pense qu'il y a que les imbéciles qui ne changent pas. Monsieur Kabila est arrivé à l'évidence qu'il faut changer, qu'il faut rendre le tablier. Il a fait de bon sens avec élégance. Et qu'est-ce qu'il faut? Qu'on n'acclame pas pour lui, on devait le remercier. Il l'a fait. Regardons en face. Nous avons des amis, nous avons des anciens présidents qui sont là, qui trônent jour et jour. Ils ne veulent pas quitter. Ils changent les constitutions. Monsieur Kabila, il nous a montré ce qu'on appelle l'élégance politique. Moi, je pense, si c'était à mon nom ou c'était sous ma part, je devais faire la même chose, que le remercier de ce qu'il a fait, de son acte. À son temps, M. Kabila était au pouvoir, il ne voulait pas changer, il voulait suivre les pas de ses pairs. C'est pourquoi il faut changer, il faut voir les contextes. Le contexte a changé. En 2011, M. Kabila ne voulait pas, il voulait aller dans le même sens que ses compères qui sont en face de nous. Cette fois-ci, M. Kabila a donné l'exemple, il a rendu les tabliers et je pense en retour, on devait que le remercier. Je pense que c'est dans ce bon sens, c'est ça même la sportivité politique. C'est ce que M. Kabila, M. Tshisekedi a fait. Votre dernier mot, on a terminé. Mon dernier mot, je pense que le changement est là. Nous avons demandé un état de droit. Nous devons maintenant consolider ce pouvoir. Il y a les gens qui parlent, qui disent que c'est un pouvoir qui est marionnette. Mais je pense que les gens se trompent. Monsieur le Président Félix, il a l'impérium. Il a la signature, donnez-lui le temps, le petit temps. Nous, on ne demande pas 2 mois. Vous allez voir le changement. Le changement est là. Et tous ces amis qui sont de la MOCA, qui sont des CAGE, qui sont des FCC, venez ensemble, nous allons construire ce pays. Ce pays a un trou très profond. Les pays, les gens ne mangent pas, les gens ne sont impayés et nous avons des richesses immenses. C'est maintenant le temps que le Congo doit maintenant joindre la modernité qu'on nous avait promis il y a des années. Vous allez voir avec le nouveau régime, le peuple d'abord. Le peuple d'abord, c'est quoi? Manger. Le peuple doit manger. Le peuple doit avoir la justice. Le peuple doit se sentir libre chez lui. C'est ce que nous amenons, l'état de droit. Et je pense que le nouveau régime, avec l'UDPS en tête, vous allez voir. Et vous allez voir, vous allez vivre ce changement. Et le changement est pour vous. Merci beaucoup d'être venu dans ce débriefing qui se termine sans Rudy Mandio. Il est de la MOCA. Cette émission devait commencer à 11h50. On a dû la commencer avec 1h10 de retard pour l'attendre. Il n'est pas arrivé comme convenu. Et je vois ces textos. On va. Merci beaucoup à vous de nous avoir... Oui, vous disiez... Un petit mot pour notre ami de la MOCA. Si nous voulons diriger ce pays, nous devons avoir la notion de temps. Monsieur le co-débatteur ne s'est pas présenté. Il nous a montré qu'il n'est pas prêt pour diriger ce pays. La notion de temps, c'est une notion qui est imposée à tout le monde. Il m'a écrit qu'il avait des soucis avec... il a des soucis, il devait prendre ses... Il a eu une crevaison, en fait. Il devait prendre les dispositions. Mais si tu veux gérer les affaires de l'État, tu dois prendre les précautions. Comment on va gérer le pays avec une émission qui est proclamée et vous ne vous présentez pas et demain vous prétendez gagner les élections? Je pense que c'est une leçon qui doit être donnée à tout le monde. La notion des temps nous impose, nous tous. Je demande pardon pour lui pour cette pique. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. La rediffusion demain, jeudi 7h15, vendredi 7h15 sur Canal+, et vendredi en local à 9h seulement sur le local, vendredi 9h. À la semaine prochaine pour un autre débriefing. On termine par un selfie comme d'habitude. Voulez-vous venir par ici pour une photo souvenir? Alors, vous êtes de l'UDPS Royaume-Uni, vous vivez là-bas. Oups! Pardon, j'ai failli tomber. Vous vivez là-bas? Vous êtes ici en vacances ou en quête de boulot comme la plupart de la diaspora? Non, mais nous sommes chez nous sommes libres de venir chez nous à n'importe quand, ce n'est pas le boulot qui nous amène. Il y a beaucoup de Congolais de la diaspora qui sont ici
depuis l'investiture Ils sont libres de du venir président chez eux. Tshisekedi. Ils sont libres de venir ici contribuer, donner aussi leur expérience. Non, si vous êtes nommé ministre ou mandataire quelque part, vous direz oui, bien sûr. Je suis preneur. D'accord.